toute l'équipe de la Fondation Hartung que je suis heureux de retrouver à cette occasion, après en effet quelques années passées sur place pour découvrir les archives extrêmement riches de cette fondation. Je vais évoquer l'amputation, mais pas que, en cours de route, puisque l'amputation va nous amener à incidemment parler d'un autre handicap, qui est le handicap psychique, psychiatrique, avec les confins du handicap neurologique. Mais c'est à travers l'amputation que nous allons l'évoquer. Engagé volontaire, allemand combattant les nazis, Hartung perd sa jambe droite au front en novembre 1944. Une amputation du fémur droit dont il ne se plaindra jamais. Hartung tait sa guerre et rejoint la grande cohorte des traumatisés mutiques, ceux dont les grandes blessures sont muettes et même secrètes. À ce titre, la photo que vous regardez est un témoignage rare, car Hartung ne laissait jamais apparaître sa mutilation en photo. Mutique aussi fut-il dans son art, à l'instar de Braque, Kupka et Kokoschka qui reviennent du front. Il n'a laissé paraître aucun stigmate du traumatisme de guerre dans sa peinture. Tout au plus trouve-t-on dans son autobiographie le récit de son transport vers l'hôpital avec d'autres blessés sanguinolents. C'est une scène d'hémorragie généralisée. On voit là d'emblée le caractère aigu d'un handicap acquis. Alors cette scène d'hémorragie généralisée, on la retrouve dans une œuvre, à vrai dire une douche d'hémoglobine, qui n'apparaît qu'une seule fois dans son œuvre et 43 ans plus tard. Alors, est-ce qu'on est légitime à faire le lien? Oui, parce que quand on lit la scène dans le brancard avec un blessé au-dessus de lui, qui va arriver d'ailleurs exsangue et qui reçoit la pluie de sang de son camarade blessé, on ne peut pas ne pas penser à cette œuvre, en tout cas les rapprocher. Cette œuvre est réalisée au lendemain, j'ai envie de dire, d'une autre amputation, peut-être plus douloureuse encore que la perte de sa jambe, la perte de son épouse. Et je devrais dire son double, car Hartung n'aurait pas pu atteindre sa plénitude artistique sans avoir la présence à ses côtés d'Anna Eva Bergman. Ensemble, ils ont œuvré à quatre mains, et je dois dire que dans mes recherches, avant même son épouse, Hartung aurait eu beaucoup de mal, et on va venir doucement à son inhibition à peindre, aurait eu beaucoup de mal à travailler s'il n'y avait pas eu en face de lui, à côté de lui, d'abord des camarades d'école, puis des comparses et enfin des épouses, puisqu'il en a eu deux, les deux peintres. Donc la disparition d'Anna Eva Bergman réactualise au présent, et ça on sait que c'est un effet de la mémoire involontaire, réactualise au présent la perte de son membre inférieur. Ce tableau est d'autant plus spectaculaire que Hartung l'affirme, il abhorre le rouge taureau, brutal, impertinent, provoquant, et il ne l'utilise qu'extrêmement rarement dans son œuvre. Dans une interview à la télé en 69, il dit « Je n'utilise presque jamais le rouge. Je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin, je me sens mal à l'aise dans le rouge. » Alors, sauf alors le rouge brique, c'est tout à fait autre chose. Mais le rouge sanguinaire, il fait une grimace, il dit « J'ai une aversion. » Donc, voilà, pour cet apax, comme disent les savants, ce caractère absolument unique. C'est pas la seule œuvre rouge, mais en tout cas, c'est une œuvre sanguinaire de la meurtrissure, de la perte d'un membre et de la perte d'une moitié. Alors maintenant, menons l'enquête pour tenter de débusquer quand même s'il n'y a pas d'autres résurgences de ce handicap dans l'art de Hartung, qui a été très secret à ce sujet. Il a été attentif à ne rien laisser paraître, mais enfin, on peut toujours enquêter, et je vous propose une petite série chronologique qui commence à 22 ans. Bon, il a ses deux jambes, évidemment, à cet âge-là. Vous allez voir, si j'arrive à vous faire voir dans l'art abstrait à l'aide de vous savez, cet art de la pareidolie qui consiste à voir dans les nuages des personnages. Alors, essayez de l'exercer sur les œuvres qui vont suivre. Le peintre est à gauche, et il y a comme ça une série d'autoportraits au chevalet où le peintre est peignant, le bras en général dressé, avec l'œuvre qui est en haut à droite.
Ici, à 33 ans par exemple, un important dessin qui jette les bases d'un vocabulaire amené à de grands développements dans la décennie à venir. C'est le prototype du peintre debout, là cette fois, à son chevalet, un bras dressé, l'autre tenant la palette à l'horizontale, une palette en ébullition qui laisse entendre la toile à venir ou la toile déjà là. Ici, à 38 ans, et on est 2 ans, 1 an avant son amputation, le voilà planté sur 2 triangles. Vous voyez de base solide, la tête qui surmonte un corps d'équerre. Il s'en détache avec un œil rouge, des paupières rougies, qu'il scrute la toile abstraite réalisée. Cet important portrait d'avant la mutilation, je vous propose maintenant de le contraster avec un portrait d'après la mutilation. Les 2 premières toiles de l'an 1947. Voici la première. Ici, plus question du corps d'équerre. Après l'amputation, le peintre au chevalet semble flotter en suspension sur des courbes, sans plus rien de rigide, sans plus rien d'orthogonal, sans aucune assise sur la base de la toile. On ne saurait dire d'ailleurs s'il est en posture instable ou au contraire libéré de la pesanteur. C'est indécidable, mais dans ce second cas, l'image serait alors l'idéalisation de sa nouvelle condition physique. On est en 47, il est à peine remis et en tout cas certainement pas bien équipé. La prothèse n'est pas encore là, il va y avoir beaucoup de rendez-vous avec des chirurgiens et des prothésistes pour pouvoir constituer cette jambe. Dans une variante mauve, ce corps en apesanteur instable fait face non plus à un tableau de Hartung compliqué, comme vous l'avez vu en 43, mais une simple poutre séminale qui n'est pas sans rappeler les fentes vaginales évoquant la sainte blessure des livres de prière médiévaux. Hartung se tient là face à l'objet du manque, face à l'objet rien, face à l'objet du désir, mais aussi, si on en croit Sandrard, qui est un autre mutilé qui a été plus bavard que Hartung, c'est l'objet du désaveu, c'est-à-dire que le membre absent, comment dealer avec lui, puisqu'il n'est plus là, doit-on le regretter, l'aimer ou au contraire le haïr? Il y a des questions qui sont incommensurables et qui ont évidemment affaire à la question du deuil de l'intégrité corporelle. En tout cas, il pourrait aussi s'agir de la jambe droite, mais enfin, vous voyez, une jambe droite symbolisée par son absence. Et alors, quelle n'est pas ma surprise quand je trouve une esquisse des 2 précédents tableaux que je viens de vous présenter, préparatoire à ces 2 toiles de 47, où on dirait que la jambe est bien là, bel et bien là, pour la seule et unique fois explicite, sous une forme sanguine, excusez du peu, à la place de l'œuvre, sur le chevalet, on voit la trace anatomique du membre disparu. Mais je crois que l'essentiel reste dans la comparaison du schéma corporel remanié dans la traversée de l'effroi, avant l'amputation, une assise ferme, équilibrée d'aplomb. Et j'ai eu l'occasion de faire une conférence devant des psychomotriciens qui étaient saisis par cette manière qu'avait Hartung de dessiner son corps après, où l'aplomb, les couleurs, les contours raides et euclidiens disparaissent au profit de cet éther de courbes sinusoïdes, fragiles au demeurant, mais qui sont malgré tout ondoyantes, flottantes et peut-être pleines d'espoir. Alors faut-il rapprocher ce changement pictural, plastique, d'un changement de caractère survenu après la guerre? Alors c'est indécidable de savoir si c'est après la guerre ou après l'amputation, mais en tout cas on a un témoignage précieux de Henri Goetz, un de ses meilleurs amis. Au retour, après son opération, nous sommes allés le prendre à la gare où nous avons retrouvé notre ami bien vieilli et bien fatigué. Je l'ai pourtant trouvé beaucoup moins dur qu'avant la guerre, moins refoulé et de commerce plus facile. La guerre lui a appris la valeur des autres hommes et la compréhension tardive de ses contemporains. Donc, voyez,
la guerre se confond ici par métonymie avec l'amputation, hein, elle apporte un adoucissement, hein, du caractère qui était, il est vrai, réputé intransigeant et dur. Certains diraient il y avait de quoi, comme allemand, peintre dégénéré dans l'Allemagne nazie, mais c'est un caractère, on va le voir, qui remonte à loin. Il faut du temps à Hartung, je crois comme à n'importe quel grand mutilé, pour retrouver une structuration de son schéma corporel. Et le deuil de l'intégrité se fait, comme tout deuil, par étapes. Alors, vous savez que les étapes du deuil, ça n'est pas chronologique, il y a des allers-retours, tout ça se fait avec beaucoup de souplesse, mais vous reconnaîtrez sans doute dans ces toiles la fatigue psychique et physique dans lesquelles on voit une énergie diluée, délavée, le trait semble devenu asthénique, translucide, mélancolique, des toiles qui paraissent presque ayant du mal à advenir, hein. De surcroît, vous noterez que ces toiles sont horizontales. Or, la production d'avant-guerre est surtout faite de toiles verticales et le contraste a été suffisamment patent pour que plusieurs historiens de l'art y voient la métaphore d'un Hartung, sinon abattu, du moins couché, convalescent, et peut-être stricto sensu d'un Hartung qui ne tient plus debout. Dans ces toiles, c'est plutôt la rage qui apparaît, hein. Si le trait a retrouvé de sa vigueur, c'est pour exprimer la colère de l'enfermement, la colère de l'injustice, la colère contre les embusqués de l'arrière, hein, une rancœur amère contre, je cite, Hartung, ces grands types qui criaient et qui faisaient des grands discours, les surréalistes et compagnie, dont je n'ai pas vu un seul qui soit allé au front. L'insoutenable ressentiment envers ceux qui se sont soustraits à la loi morale et au code d'honneur n'est pas la moindre des cicatrices, des meurtrissures de guerre. Par contraste, l'évolution des années 50 lui faut renouer avec une cosmogonie plus sereine, de formes fondamentales, plus calmes, qui vont être considérées comme les schèmes kinesthésiques fondamentaux d'un vocabulaire plastique en totale renaissance. Enfin, cette restructuration passe par une exception dans son œuvre, qui sont des toiles qu'on a appelées les bandes. Pourquoi les bandes? C'est qu'elles sont inhabituelles dans leurs proportions. Ce sont des toiles plutôt petites dans ce format, hein, beaucoup plus larges que haut, et qui ne sont pas destinées à la commercialisation, et qui sont des toiles, contrairement à une grande partie du corpus jusque-là, sont des toiles sur lesquelles Hartung va exercer son art de la peinture à l'huile directement sur la toile, alors qu'il procédait avec des études préalablement. C'est donc un laboratoire privé d'expérimentation et de liberté créatrice. Ces bandes, on ne peut pas ne pas, là encore, leur trouver une parité de taille avec une jambe ou avec même une béquille, hein, comme les béquilles qu'on voit dans la baignoire de Frida Kahlo, hein, cette taille-là à peu près. Donc des prothèses, jambes-béquilles, vecteurs de la restructuration du schéma corporel, chacun formant une entité singulière détachée du corpus de l'œuvre, comme un membre qui afficherait son autonomie. Toile bande, toile bandage, toile bandée, à lire horizontalement comme des portées musicales. Elles sont très atypiques dans son œuvre, et elles s'étalent tout au long des années fin 40, des années 50, et puis elles disparaissent ensuite complètement, comme si une fois que le deuil de la jambe et la restructuration corporelle étant faite, Hartung peut lâcher cette prothèse qui l'aide à la fois à s'exprimer plastiquement, mais aussi à surmonter la perte du membre. Mais alors, la séquelle la plus inattendue de son amputation est paradoxale, car la jambe coupée, et sans romantiser le handicap, il y a là, avec un examen très minutieux, quelque chose qui apparaît vraiment clairement. Cette amputation la guérit d'une paralysie bien plus enseigne, qui est une paralysie de l'agir. Alors,
pour Hartung, il est clair que il y a une inhibition à agir. Alors c'est paradoxal pour un peintre gestuel, mais l'exploitation de ces carnets intimes de jeunesse, de la période qui va de 14 ans et demi à 22 ans, montre qu'il ne cesse de se plaindre d'une contrainte qui s'oppose à ses actes. Et donc ces carnets intimes nous montrent qu'il y a partout, d'abord, une contrainte externe. Alors c'est son père qui l'empêche, c'est les professeurs, c'est Dieu qui s'oppose à ce qu'il veut faire, et puis c'est Dieu au singulier, puis les dieux au pluriel, parce qu'il passe par des phases mystiques. Les protestants, il vient de Saxe, donc berceau du luthérianisme. Il est accablé par ces forces occultes qui l'empêchent de faire ce qu'il voudrait faire. Et puis, on voit ensuite une naturalisation de la contrainte qui se met à parler d'une contrainte interne, une contrainte qui l'empêche de passer à l'action. Alors, cette fois-ci, il accuse souvent la sensualité, le fait qu'il regarde trop les filles, qu'il se complaît trop à des plaisirs charnels, que tout ça abolit son vouloir de faire. Alors, la psychiatrie allemande, il se trouve à parler des représentations de contraintes comme d'une forme de paralysie qui empêche l'action et que sous un terme savant, on peut appeler le casus conscientia, le cas de conscience. Le cas de conscience paralyse Hartung. On trouve des phrases comme ça, que je me retrouve en tant qu'homme parmi les hommes et non en tant que membre passif sans volonté. Alors, il a l'impression d'être soustrait à sa propre volonté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une obsession scrupuleuse, un rapport douloureux à ses propres intentions qui sont vécues comme coupables. Et donc, il y a tout un questionnement inquiet sur les actes à commettre ou à ne pas commettre. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui est décrit du fait de l'enseignement de Luther. Et on a même rapproché l'industrialisation de la Prusse et de la Saxe sur cette idée très luthérienne de ne faire que des actes méritants et parfaitement exécutés. Et alors, il y a un glissement chez Hans Hartung. C'est un pur bien faire qui ne dépend pas non de l'action des cibles, mais de ses modalités. Il y a un glissement qui est plus de faire des actions méritoires, mais de faire une action parfaite, un geste qui soit purement parfait. Et alors évidemment, ce n'est pas un déficit, comme il le croit, de volonté, mais un excès de volonté. Je ne rentrerai pas dans la neurophysiologie qui est aujourd'hui bien connue, de la différence entre le vouloir et le faire, mais notre cerveau fonctionne comme ça, comme une espèce de binôme main dans la main, et qui fait que c'est une chose de le vouloir et c'est une autre chose de le faire. Alors vous avez des tas d'exemples de dissociation. Dans le Parkinson, le patient veut faire son pas, veut avancer, il ne peut pas le faire. Et à l'inverse, il a un tremblement qu'il ne veut pas faire, mais sa volonté l'empêche d'inhiber. Pour psychopathologie de la vie quotidienne, on peut opposer le lapsus. Le lapsus, c'est quelque chose que vous dites, vous faites, vous prononcez, alors que vous ne l'avez pas voulu. À l'inverse, le mot sur le bout de la langue, vous voulez le dire et vous n'arrivez pas à le prononcer, à le faire. Alors, bon, ce sont des doubles dissociations qui donnent énormément de richesse à la clinique, notamment neurologique, puisque vous avez des patients qui sont altérés sur l'un des deux volets. Mais en l'occurrence, chez Hartung, ça nous aide à bien comprendre que c'est une surveillance de la volonté et du vouloir qui l'empêche de faire, qui l'inhibe à faire spontanément des actes. Alors, pour ça, il a trouvé une méthode qui consiste, je vous l'ai dit, à exécuter des dessins. Et alors là où on a appelé ça le lyrisme d'exécution, il laisse libre cours à son pur faire. Alors bien ou mal, justement là, comme c'est provisoire, comme c'est un dessin, comme ça, c'est pas destiné à être commercialisé, comme c'est caché, comme c'est qu'il fasse bien ou mal,
c'est pas très grave. Il va sélectionner le meilleur de cette production spontanée. Donc, vous avez bien vu, c'est une action qui est du pur faire. Cette bobine fondamentale que font les enfants à 4 ans, 3 ans, hein, que font même les chimpanzés. Hein, c'est d'ailleurs à peu près le seul dessin que sait faire un primate non humain, hein, c'est la bobine. Bon, Hartung l'a fait en quelques secondes. C'est du pur faire. Et puis, voilà, on est en 38 et on va retrouver l'affiche de notre colloque. En 45, il va reprendre le dessin et il va l'agrandir selon la méthode au carreau et le réaliser. Mais alors, il n'y a plus aucune spontanéité. Il va reproduire jusque les accidents qui ont eu lieu dans la phase de l'abstraction, du lyrisme d'exécution, et une phase qu'on appelle de lyrisme d'intention, parce que c'est son pur vouloir. Il n'y a plus aucune spontanéité dans le geste. Il a aboli la spontanéité. Il a anéanti la pulsion qui était pure dans le premier jet du dessin. Donc c'est une méthode qui a fait ses preuves, c'est une méthode qui lui permet de faire des grands formats, mais c'est une méthode qui est quand même assez coûteuse, puisqu'il faut faire le report au carreau. Et donc vous voyez, il y a toute cette phase minutieuse du report à froid du dessin fait à chaud. Et du coup, le dessin est seul porteur de l'instantanéité et de la spontanéité. Eh bien, après 15 ans d'évolution dans son art et dans son métier, mais 15 ans sans sa jambe, et sûrement à la faveur de la familiarisation avec l'appareil prothétique, mais aussi avec l'adoucissement qu'a apporté la guerre, et surtout par les gains que le handicap a pu provoquer par une amputation réelle, hein, dans sa capacité à marcher, eh bien, il y a ce que j'ai appelé la palingénésie de l'an 1960, cette espèce de résurrection où tout d'un coup, ce qui l'inhibait disparaît et que les plus vieilles entraves psychiques, les représentations de contraintes, se voient évacuées puisque Hartung va enfin pouvoir peindre directement sur la toile. Et alors là, c'est une conquête considérable, hein, de lui sur lui-même, parce que ça fait, depuis ses carnets de jeunesse, depuis ses 20 ans, qu'il dit « je devrais pouvoir être libre de faire ce que je veux faire, pouvoir être libre de mes gestes ». Et il n'y parvenait pas en grand format, c'était que des dessins. Et voilà qu'il va s'y prêter. Quelle conquête, hein, aidé en cela par des prothèses contondantes, coupantes, griffantes, exosquelettes avec lequel il va se transformer en chef d'orchestre, en félin agile, en jazzman. Hein, toutes ces images vont bien pour dire tout d'un coup la virtuosité acquise, mais tardivement, en 1960, Hartung a 56 ans. Et il va donc produire des grandes griffures en grand format, exemptées de toute inhibition. Il est délivré. Et je voudrais ajouter que la blessure physique aura épargné, protégé Hartung d'une blessure psychotraumatique, hein, le shell shock, bien connu des militaires, hein, puisque les militaires constatent que chez leurs blessés, ceux qui ont la blessure physique n'ont pas le psychotrauma psychique. Et à l'inverse, si le militaire revient intact, indemne corporellement de la guerre, il y a beaucoup plus de risques de développer un psychotrauma. Et compte tenu de cette propension au scrupule qu'avait Hartung, on peut parier que sans cette blessure, alors ça c'est de la spéculation, mais en tout cas, il aurait eu un destin psychiatrique beaucoup moins favorable, parce que finalement il a été rincé, guéri, je dis guéri, hein, de ces cas de conscience, ces scrupules qui l'envahissaient, qui pouvaient devenir un véritable délire de persécution intérieure. Après les années 60, la virtuosité devient sa marque de fabrique, la puissance transcendée. Il se fera même ambidextre à l'occasion, quand les caméras sont là pour montrer toute sa virtuosité. Hartung est un corps, à partir de là, qu'on peut dire augmenté de toutes les orthèses que sa main saisira avec une dextérité inégalée. Je vous remercie.